Et donc, effectivement, on se met en entreprise individuelle un peu par défaut au début, par facilité, simplification. On se rend compte, en général, au bout de la 2e année, et qu'est-ce que c'est régularisation. C'est ça qui arrive. En fait, 100% du bénéfice va être soumis aux cotisations et à l'impôt sur le revenu. Tandis qu'en structure, seule la rémunération qu'on sort de la structure va être soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. La SPFPL va permettre de faciliter cette transmission, puisqu'on pourra notamment mettre en place un pacte du trade, sous réserve qu'il ne soit pas supprimé dans les mois à venir. Ok, on peut gagner. En fait, on peut pas gagner partout. Parce que moi, quand on me dit, ouais, il y a l'IS, il y a les amortissements, mais quand je leur dis oui, mais demain, quand tu vas vendre, la plus-value, attention à comment elle va être taxée. Bien sûr, une fois que tu as amorti, ces amortissements, on les réintègre. Une phrase lunaire, je passe pas en CELARL parce que de toute façon, je serai taxé. Ça va être. Je l'ai entendu aussi. J'ai dit, mais là, en fait, tu parles de différence entre l'assiette imposable et ce que tu vas payer. C'est-à-dire que les 10%, c'est juste sur la REM que tu vas les perdre entre guillemets. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Finance et Santé, le podcast dédié aux finances des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Maëna Khaled, j'espère que je le dis bien. Très bien, bonjour. Avocate fiscaliste. Tout à fait. Donc, l'idée de l'épisode, c'est de parler en général des avantages, des inconvénients de certains montages, bref, parler de fiscalité des professionnels de santé. Bonjour Maëna, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour ton invitation. Non, merci à toi d'avoir honoré cette invitation. Maëna, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je suis avocate fiscaliste depuis presque 10 ans. J'ai exercé pendant longtemps dans des plutôt grosses structures pour des groupes cotés et je me suis installée il y a presque 1 an maintenant. Ok. Et je me suis spécialisée dans les professionnels de santé. Déjà, pourquoi tu as voulu devenir avocate ? Ça a toujours été tu as toujours voulu faire ça ou c'est... Oui, c'était vraiment le seul métier qui me correspondait, je pense, depuis toujours. Alors pourtant, ma famille ou mon environnement n'était pas du tout dans le milieu juridique ou judiciaire, mais ça me fascinait de par l'aspect assez rigoureux, cadré, etc. Okay. Donc voilà, c'était un peu la voie par défaut pour quelqu'un qui fait un bac économique et social. Tu as tout fait à Paris, ça ? J'ai tout fait à Paris. Ok. Exactement. Et pourquoi du coup, bon, là on a commencé par le métier d'avocat, mais pourquoi la fiscalité et surtout pourquoi les professionnels de santé ? Pourquoi la fiscalité ? Parce que, à mon sens, c'était la matière la plus technique et la plus évolutive que j'avais eu l'occasion d'aborder. Et ça ne te faisait pas peur justement de se dire c'est tellement d'évolution ? Ça fait peur, mais en fait j'avais surtout peur de m'ennuyer dans mon métier. Et okay. Me connaissant, je sais que je peux rapidement m'ennuyer. Et là, ça fait presque 10 ans. Et je me rends bien compte que j'ai toujours pas fait le tour de la fiscalité, comme je pense tous les fiscalistes. On fait jamais le tour, en fait. Non, c'est pas possible. non. Avec toutes les lois de finances de chaque année. Exactement, ça change tout le temps. On fait jamais le tour. On s'amuse. Ok, et là, tu es à ton compte en ce moment. Exactement. Depuis combien de temps ? Donc, ça fait depuis novembre dernier, donc je me suis installée. Ok. Et j'avais eu l'occasion de travailler avec quelques professionnels de santé dans le cadre de mes expériences passées. Okay. Et ça s'est accéléré lors de mon installation. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça, en fait. Ok. Bah écoute, c'est pour ça que tu es là. Donc, pour la petite histoire, j'avais fait comme quoi les réseaux sociaux, parfois, ça ouvre certaines portes. J'avais fait un petit post pour qu'on m'identifie des professionnels de santé ou des gens qui accompagnent les professionnels de santé. Et ton nom, il est ressorti par une consoeur que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, on lui passe le bonjour. Oui, merci à elle. Alors... écoute, l'objet de l'épisode aujourd'hui, c'est de faire un focus sur la fiscalité des professionnels de santé. Donc, on fera un peu le tour entre entreprises individuelles, CELARL, montage holding, les montages un peu classiques qui sont vus entre holding, SCI, etc. L'idée, c'est qu'à la fin de l'épisode, un professionnel de santé, tel qu'il soit, puisse avoir, on va dire, une vision un peu panoramique de tout ce qu'il peut faire, de toutes les possibilités, mais aussi des points d'attention. Parce qu'on sait que la fiscalité, c'est... On optimise, mais surtout, on sécurise. Ça, voilà, tu as tout résumé. Alors déjà, dans le premier point, sujet des statuts d'exercice. Oui. Globalement, il y a 2 types de formes d'exercice, qui est l'entreprise individuelle et en société. Donc, est-ce que tu peux faire un petit point là-dessus sur comment ça marche, la fiscalité entre les deux, les grosses différences qui existent ? Et surtout, la fameuse question qui revient tout le temps, à partir de quel moment on se pose la question de basculer d'entreprise individuelle à une société ? Alors,
Vaste sujet. Ouais, très vaste, je sais. Donc effectivement, en général, quand on est professionnel de santé et qu'on décide de s'installer, on ne va pas forcément se poser la question de sa structuration, on va chercher au plus simple. Donc en général, le professionnel va ouvrir une entreprise individuelle, choisir son régime soit au micro, soit au réel, et finalement, pris par le temps, les patients, l'administratif, etc., il ne va pas forcément se rendre compte que ce n'est pas la structure la plus adaptée pour son activité. Okay. Contrairement à d'autres professionnels qui se posent la question, voire même à des entrepreneurs classiques, est-ce que je me mets en société tout de suite ? Certains professionnels, et dont les professionnels de santé, ne vont pas forcément avoir ce questionnement-là. Et donc, effectivement, on se met en entreprise individuelle un peu par défaut au début, par facilité, simplification. Et on se rend compte, en général, au bout de la 2e année, mais qu'est-ce que ces régularisations ? C'est ça, qui arrive en juin à chaque fois de l'année d'après. Oui. Exactement. Donc, première, 2e année, ça va encore. Là, la 3e année, ça commence à s'accélérer. On commence à avoir donc, les fameuses régules, les acomptes d'impôt sur le revenu qui augmentent. Et finalement, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir paniquer. Je n'endors plus la nuit, je ne sais plus comment faire, je dois travailler toujours plus pour pouvoir payer mes impôts et mes cotisations. Oui. Et donc, c'est là qu'on se dit, bon, il y a des solutions et elles existent. Et la différence entre l'entreprise individuelle, pour revenir à ta question, et la structure, c'est que, alors l'une des principales différences, il n'y a pas que celle-ci, bien évidemment, mais en structure, on peut piloter ce qu'on se verse. Ce qui n'est pas le cas en entreprise individuelle, où en fait 100% du bénéfice va être soumis aux cotisations et à l'impôt sur le revenu. Tandis qu'en structure, seule la rémunération qu'on sort de la structure va être soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Ok, donc en gros, pour faire simple, je suis en EI, je prends le résultat, c'est comme si c'est considéré comme étant mon revenu. URSSAF, cotisation sociale, impôt sur le revenu. En société, on peut piloter, donc choisir sa rémunération et être imposé dessus. Exactement. Okay. Et laisser l'excédent dans la société, ou le réinvestir, ou se verser du dividende. Mais en tout cas, on a plus de choix qu'en simple entreprise individuelle. C'est un point très important, ça, parce qu'en fait, moi, je vois souvent que c'est un aspect qui n'est pas souvent pris en compte sur le fait de se dire que quand on crée une société, en fait, on cumule, entre guillemets, la richesse pour un éventuel réinvestissement ou une distribution des dividendes plus tard, alors qu'en EI, on paye l'année d'après, c'est comme si on recommence à zéro, quoi. En fait, effectivement, c'est ça. En EI, l'exploitant est confondu avec son activité, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment avoir le choix de se dire « je me rémunère une partie et le reste, je laisse de côté ». En tout cas, les impôts et l'URSSAF et la CARP ou la oui. carte SDF, oui. DSF, pardon, c'est pas ce qu'ils vont se dire. Ils vont prendre 100% du bénéfice et puis ils vont demander ce qu'il leur est dû. Voilà, ben, c'est payé dessus et puis voilà, quoi. Ok. Et au niveau du... à partir de... est-ce que, je ne sais pas s'il y a une réponse exacte, mais à partir de quel moment on se pose la question ? Du coup, si on revient sur le critère principal qui est le revenu, donc à partir de quel moment on se pose la question de se dire est-ce que je dois passer en société ou pas ? Alors, contrairement à certains, pour moi, il n'y a pas de revenu minimum ou de passage. Donc, je ne vais pas vous dire à partir de 5 000 €, il faut absolument passer en société. Vous pouvez, dès votre installation, constituer votre société. Directement, oui. Exactement. Ça dépend de votre situation. Et parfois, il vaut mieux constituer sa société dès le début, quand on sait qu'on va avoir un chiffre d'affaires assez important, par exemple dans des zones sous-dotées, etc., que se constituer en entreprise individuelle sans se poser de questions, parce que voilà, on va pouvoir piloter dès le début. Après, rien n'est irrémédiable, donc on peut toujours passer en structure si c'est vraiment la solution adaptée à sa situation. Et encore une fois, il faut toujours faire des simulations et un audit de sa situation pour déterminer la structuration la plus optimale. Je te rejoins sur un point important. C'est vrai que pour moi, je ne vois pas une rémunération fixe pour dire à partir de ce moment-là, il faut se poser la question. Moi, je dis toujours, est-ce que ça correspond entre guillemets à ce que vous gagnez, à votre niveau de vie ? Parce que si tu gagnes, si tu as besoin de vivre, si tu as besoin de 50 000 € pour vivre et que tu en génères 150 000, on se pose la question de Exactement. Et après, il y a tellement de cotisations et d'impôts sur le revenu qu'en fait, ils peuvent se dire aussi, mais en fait, c'est pas suffisant ce que je gagne en EI, donc je vais pas tout de suite passer en structure. Alors que si ils faisaient la simulation de,
ok, je suis en EI, je paye tant, mais si je suis en structure, je paye tant. Ah bah quand même, j'ai du cash, du cash en fait excédentaire si je paye pas toutes ces cotisations. Donc c'est l'importance de poser des chiffres. Et tu as dit un truc important au tout début. C'est vrai que ça, il y a peu de professionnels de santé qui y pensent. C'est le fait de passer en société tout de suite, quoi. Enfin, Contrairement à vous, les experts comptables, ils n'ont pas cette mentalité, effectivement. En fait, comme tu as dit au début, c'est la facilité. Enfin, je m'inscris, je commence. En plus, surtout pour les professionnels de santé, c'est devenu beaucoup plus simple d'aller sur l'URSSAF. Enfin, voilà. Tu fais ta déclaration et une semaine après, tu as le sirène et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que effectivement, ça existe. Vous pouvez démarrer directement en société. Exactement. Alors, on va faire un petit focus sur la fameuse holding. Laquelle Justement, combien de types d'holding existent pour les professionnels de santé? Quelles sont les différences? Et après, on verra à quel moment, à partir de quel moment ou pour quel besoin on doit se poser la question de constituer une holding. Effectivement. Donc, si on prend l'exemple des médecins, exemple assez classique, vous pouvez constituer 2 types de holding. La holding professionnelle, qu'on appelle la SPFPL, donc un nom un petit peu tortueux pour... Société de participation... Oui, c'est ça, presque. J'ai jamais à le retenir, mais Société de participation SPFPL. financière des professions libérales. Effectivement, donc c'est une holding professionnelle que vous allez pouvoir mettre au-dessus de votre société d'exercice libéral. Donc si on reprend le schéma, vous étiez en entreprise individuelle peut-être, ou alors vous avez constitué tout de suite votre société, ou alors vous étiez en entreprise et vous avez constitué votre société après. Votre société roule. Vous avez du cash dans cette société, vous avez réinvesti ou vous avez investi sur des comptes, des contrats de capitalisation, etc. Et vous vous dites, j'ai un projet. J'ai un projet, par exemple, j'aimerais acquérir mes locaux professionnels. Et bien la SPFPL va être intéressante puisque au lieu de sortir l'argent qui est dans cette société et avoir une imposition qui est assez lourde puisque les dividendes en société d'exercice libéral sont soumises pour une fraction aux cotisations sociales, comme la rémunération, vous allez pouvoir constituer une holding, donc la fameuse SPFPL au-dessus, et bénéficier d'un taux d'imposition réduit, sous réserve des abus, parce qu'il y a eu des évolutions jurisprudentielles. Oui, on en parlera. On en parlera. Mais vous allez avoir un taux effectif d'imposition d'environ 1,25% entre 45, voire plus, si vous versez le dividende en direct. Okay. Donc finalement, vous récupérez 99% de votre cash dans la holding que vous allez pouvoir peut-être redescendre dans une société civile immobilière pour acquérir votre bien immobilier professionnel. Donc ça, c'est la SPFPL qui permet ce genre d'outil. La SPFPL permet également d'anticiper la transmission de son cabinet. Donc si vous avez par exemple des enfants qui veulent reprendre votre cabinet, la SPFPL va permettre de faciliter cette transmission puisqu'on pourra notamment mettre en place un pacte du Trey, sous réserve qu'il ne soit pas supprimé dans les mois à venir. C'est le sujet. C'est le sujet. Mais le pacte du Trey permet une exonération de 75% des droits de donation, succession. Donc voilà, c'est une des possibilités aussi. À côté, vous avez ce qu'on appelle la holding patrimoniale, ou la société micro-holding, certains l'appellent comme ça aussi, la SMHF, pour certains. Alors, qu'est-ce que c'est cette holding patrimoniale? Donc, pour les médecins, vous avez la possibilité d'ouvrir votre société d'exercice libéral à hauteur de 25% à une holding qui n'est pas professionnelle. Donc, ce qu'on appelle un investisseur tiers. Donc, si j'ai une CELARL, je peux vendre les titres, je peux remonter les titres à la SPFPL pour 100%. Oui. Alors que pour la holding patrimoniale, c'est ouvert qu'à 25%. Exactement. 25% maximum, sachant que le schéma 25% n'a pas forcément été autorisé pour ce type de possibilité d'avoir sa holding patrimoniale pour remonter du cash et le redescendre pour des projets personnels. C'est pas fait pour ça, on va dire. C'est pas fait pour ça, exactement. En principe, c'était vraiment d'ouvrir le capital à des tiers investisseurs pour accélérer le développement de son cabinet dans la limite de la réglementation. Donc aujourd'hui, on a des schémas tout faits qui sont vendus à des médecins ou à d'autres professionnels de santé. Gare à ces schémas, vraiment toujours faire attention. Du coup, fondamentalement, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est de se dire que la SPFPL, c'est une holding pour optimiser et potentiellement faire des investissements. Oui. Et la holding patrimoniale, c'est pour détenir
La holding patrimoniale, comme son nom l'indique, c'est plus pour détenir des biens patrimoniaux qui vont sortir de la sphère professionnelle. Ok. Encore une fois, attention aux abus, surtout dans le contexte actuel. Si vous souhaitez optimiser votre rémunération en passant par les holdings, qu'elles soient d'ailleurs professionnelles ou patrimoniales, vous vous exposez à des redressements. Ok, donc couvrez-vous bien, Exactement, se fait conseiller. Assurez-vous que tout va bien et faites-vous accompagner. Ok, là tu viens de parler du montage un peu classique qu'on voit. C'est l'ARL, enfin on va revenir du début. EI qui se transforme en CELARL au bout de 2-3 ans. Ou c'est l'ARL dès le début. Ou c'est l'ARL dès le début. Et après, SPFPL pour potentiellement investir et détenir, parce qu'avec la holding, on peut aussi détenir d'autres, en fonction de l'activité, on peut aussi détenir d'autres sociétés, d'autres CELARL. Oui, tout à fait. Dans la limite de la réglementation, par exemple, pour les médecins, c'est très réglementé en fait. Donc voilà, on se limite à chaque fois à sa réglementation, en sachant que voilà, la réglementation n'est pas forcément la même pour les médecins, pour les pharmaciens, exactement, etc. Oui. Donc voilà, on fait attention à ça. Ok, donc, et après, le schéma que je vois souvent, c'est par la suite détenir une SCI qui détient les locaux professionnels. Petit focus, même si je pense que ça peut faire l'objet d'un épisode entier. La SCI, tout le temps, c'est la même question. IR, IS, quels sont les paramètres à prendre en compte pour déterminer ce choix-là? Ça dépend encore une fois de la situation, parce que là, on a parlé de la détention des locaux via la holding professionnelle, donc la SPFPL, mais vous avez aussi la possibilité de détenir la SCI directement. En nom propre, enfin directement, oui. En nom propre, et en fait, en fonction de vos objectifs. Donc si par exemple, vous savez que vous allez détenir les locaux pendant 30 ans, notamment, vous pouvez avoir une exonération au bout de 30 ans, c'est pour ça que les 30 ans sont sortis, lorsque vous êtes en location nue. Par contre, si vous savez que voilà, vous n'avez pas forcément d'idée, mais que vous savez que ce sera des locaux aménagés, bah là, ce sera l'impôt sur les sociétés. Ça dépend vraiment de votre projet. Ça dépend aussi de quels sont les objectifs prépondérants qui guident en fait le projet. Donc, il n'y a pas vraiment de solution toute faite, IR ou IS. Ça dépend vraiment. Vous avez des exonérations possibles sous certaines conditions. À l'IS, vous avez aussi des avantages, notamment avec les amortissements, etc. Donc, il faut regarder le schéma dans sa globalité pour déterminer ce qui est le plus intéressant ou non pour le praticien. Il y a aussi à prendre en compte aussi comme tu dis, ça dépend de la situation, mais ça joue beaucoup la sortie aussi. Exactement. Parce qu'à l'IS, on amortit, ok, mais... Derrière, la fiscalité est bien plus lourde qu'en SCI à l'IR, où là, vous avez potentiellement les exonérations qui se sont appliquées en fonction de votre situation. Donc voilà, ça dépend de votre projet, ça dépend de la durée, ça dépend aussi de l'aménagement des locaux. Il n'y a pas une meilleure option, il faut toujours prendre en compte ses projets, ce qu'on a envie de faire. Exactement, on ne copie pas sur le confrère. Ça c'est vraiment bien dit, parce que moi je vois venir des médecins, des dentistes, etc. avec des schémas tout faits parce qu'ils ont vu le copain faire ça, sauf que le confrère... il a une autre situation parce qu'il a des enfants, il a envie de transmettre. Enfin, voilà, on n'a pas tous les mêmes projets, on n'a pas tous les mêmes ambitions. Donc, il faut bien poser tout ce qu'on veut. Exactement. Et après, vous faites accompagner par des spécialistes. Ils sont là pour ça. Tout à fait. Les spécialistes qui vous expliqueront tout. L'avantage et les inconvénients. Exactement. Et les inconvénients aussi, des fois, dans la lourdeur des formalités, des coûts de constitution. Voilà, c'est des choses à ne pas négliger non plus. Alors, j'ai envie de dire une phrase. Là, tu me diras si tu es d'accord ou pas. En fait, moi, à chaque fois, quand je vois des clients, parfois, je leur dis attention, ok, on peut gagner. En fait, on ne peut pas gagner partout. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord. Parce que moi, quand on me dit ouais, il y a l'IS, il y a les amortissements, mais quand je leur dis oui, mais demain, quand tu vas vendre, ta plus-value, attention à comment elle va être taxée. Bien sûr, une fois que tu as amorti, ces amortissements, on les réintègre. Donc, en fait, ok, tu gagnes maintenant, mais voilà, donc ça dépend de tes projets actuels et futurs à prendre en compte et à avoir surtout toutes les informations. Exactement. Et il y a aussi un point sur la SCI qu'on omet, mais une fois que vous n'avez plus votre cabinet, que vous avez cessé votre activité, que la SPFPL, finalement, son objet, c'est de détenir des parts de la SEL. Qu'est-ce qu'on fait de la SCI quand il n'y a plus de parts de la SEL au niveau de la holding? Et ça, c'est un point qui n'est pas forcément abordé. On se dit, c'est pas grave, on va transformer, etc. Mais il y a une réforme qui est passée là dernièrement de l'ordonnance de février 2023. Et c'est pas si clair que ça, en fait. Donc, il y a des petites choses aussi à avoir en tête de ce côté-là. Ok.
D'où la nécessité de se faire accompagner. Tout à fait. Là, je voulais venir. Il y a aussi un sujet sur la, la cessation, enfin la cesssion d'activité. Quelles sont les principales différences lorsqu'on cède en EI ou lorsqu'on cède en CELARL? Je prends par exemple le cas d'un pharmacien, par exemple. Quelle est la taxation qui s'applique? Parce que parfois, c'est un peu, enfin, ils ne sont pas totalement informés, quoi. Aujourd'hui, j'ai une entreprise individuelle, je cède. Donc, ce n'est pas une société, c'est un nom propre. Quelle est la fiscalité qui s'applique? Et demain, si je vends des titres d'une CELARL, quelle est la fiscalité qui... Alors, quand vous êtes en entreprise individuelle, vous avez ce qu'on appelle un fonds libéral qui se constitue. Donc, c'est un droit de présenter sa patientèle qui a une certaine valeur. Alors, ce fonds libéral peut se valoriser en général au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans d'activité, vous avez ce fonds libéral. Et effectivement, vous allez pouvoir vous dire, donc soit vous le cédez à votre propre structure, soit vous le cédez à un tiers. Si ça fait déjà 2 ans que vous avez votre activité, et en fonction de la situation, donc ça va être la fameuse flat tax, et vous allez aussi pouvoir, en fonction de votre situation, avoir droit à des exonérations. Ça dépend vraiment de chaque situation, mais vous avez plusieurs exonérations possibles. Si jamais vous avez déjà constitué votre CEL et que vous décidez de, par exemple, accueillir un nouvel associé, là, vous allez non pas céder votre fonds libéral, mais vous allez céder des parts. Donc, ça va être différent. Donc, dans les parts, vous allez être imposé sur la plus-value de cession, c'est-à-dire la différence entre le montant auquel vous avez acquis vos parts de CEL et le prix de cession. Et à côté de ça, vous avez le cessionnaire qui va supporter des droits d'enregistrement. Donc voilà, il y a des choses aussi à anticiper et les situations ne sont pas forcément les mêmes. Ok. Alors, on va parler un peu de... Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est bon, c'est parfaitement clair. On va parler un peu j'ai 2 actualités en tête. Des actualités, des réformes, etc. Je voulais juste avoir un peu ton œil d'experte dedans. Déjà, il y a quelques années, je suis un peu le Marseillais, mais on a vu passer cette histoire de cotisations sociales qui sont dues sur des dividendes remontés sur la SPFPL. Il me semble que j'ai vu un arrêt. Tout à fait. D'octobre 2023. Voilà, pour un dentiste. Le cas particulier, c'était un dentiste. Exactement, qui était seul dans sa structure avec sa conjointe. Ok. Et alors, pour la petite histoire, parce que j'avais eu les informations croustillantes sur cette jurisprudence qui a fait toller. Donc, c'était effectivement un chirurgien dentiste qui avait constitué sa société d'exercice libéral, au sein de laquelle il exerçait seul. Et il avait au-dessus donc sa fameuse SPFPL, sa holding. Ce dentiste a réduit drastiquement sa rémunération, donc rémunération soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales URSSAF et CARC, CDSF, pour la remonter en dividende et bénéficier du fameux régime qu'on appelle le MERFI, avec le taux d'imposition attractif de 1,25%. Forcément, cette situation... red flag du côté de la CARC DSF, puisque une baisse drastique de la rémunération, on se demande ce qui se passe. Donc forcément, ça mène à des investigations. Et on voit à côté que la différence est remontée dans la SPFPL. Abus. Abus, oui. Abus. Le problème, c'est que l'arrêt ne faisait pas la distinction entre les situations abusives ou les situations classiques. Donc, on se demandait si, désormais, toutes les sociétés qui étaient détenues par un seul professionnel exerçant, avec une holding au-dessus, devaient tomber sous le coup de cet arrêt. Pendant 1 an, on n'a pas eu de réponse. Et là, au début de l'année, là en février, si ma mémoire ne m'abuse pas, on a une position du gouvernement, ça ne devait absolument pas venir de lui, une position du gouvernement qui indique en substance que cette jurisprudence ne s'applique qu'aux cas abusifs. Et qu'est-ce qu'on appelle cas abusif? C'est au cas par cas, du coup. Exactement. Si on se réfère à l'arrêt, à partir du moment où vous déduisez drastiquement votre rémunération pour vous rebasculer le delta en dividende, a priori, il n'y a pas de doute. Ok. Mais si vous maintenez votre rémunération... Et que c'est juste un complément... Exactement. Voilà. Donc, normalement, ça ne devrait pas être abusif. Mais encore, on prend la chose avec des pincettes. Petite précision, parce qu'on dit... on le dit, on se comprend, toi et moi, le fait de remonter les dividendes
on paye que Environ, parce environ 1,25% d'IS, enfin d'impôt. Attention, à partir du moment, parce que ça, chaque fois, je le vois tout le temps je l'entends, à partir du moment où vous le récupérez en pro, ça reste la même chose, vous serez soumis à la flat tax. Là, c'est juste que, en fait, on va investir via la holding. Exactement. Mais Si vous versez du dividende en direct, vous avez un taux fixe d'impôt sur le revenu, donc la flat tax de 12,8, mais tout ce qui excède 10% de votre capital social est soumis. Là, du coup, est soumis aux cotisations sociales. Qu'on soit en CELAR ou en CELAS, d'ailleurs. Okay. Il y a une fausse croyance qui dit qu'en CELAS, ce n'est pas le cas. Mais si. À partir du moment où vous êtes associé professionnel exerçant, vous êtes soumis aux cotisations sociales pour les dividendes dont la fraction excède 10% du capital social. Okay. Mais du coup, là, quand on dit... parce que moi, il y en a qui comprennent mal ce sujet. Ils se disent, OK, comme je ne paye pas grand-chose, je remonte sur la holding, je prends l'argent. Oui, mais en fait, la holding, c'est une société comme une autre. Donc, à partir du moment où tu le récupères en propre, ça revient à la même chose. C'est juste que là, les investissements ou tes projets se feront au nom, je ne sais pas si ça se dit juridiquement, mais au nom de la holding. Voilà, on fait attention au montage où on se dit qu'on veut absolument optimiser. L'optimisation fiscale ne doit jamais être le premier objectif. Si vous voulez constituer votre holding, il faut un projet économique qui justifie le montage. Si c'est juste pour échapper à la brigade dans un premier temps, parce qu'ils vous rattraperont, et remonter tout le cash dans votre holding, ça ne sert à rien. OK. Donc, les montages doivent être motivés. Exactement. Voilà. Alors, deuxième point, là, ça fait au moins 1 an qu'on en parle tous les jours chez les experts comptables comme chez les avocats. C'est cette fameuse histoire de, à partir de je ne sais plus quelle année, là, il y a 1 an ou 2, en fait, toute la rémunération du gérant, de la gérante de CEL sera taxée en BNC, alors qu'avant, c'était en traitement et salaire. Déjà, quelle est la différence pour qu'on comprenne bien la situation et du coup, qu'est-ce que ça implique actuellement? Alors, il y a une jurisprudence qui, effectivement, a changé la donne puisqu'elle a été reprise en 2023 par l'administration fiscale. Avant, il y avait une discordance de position entre la jurisprudence et l'administration fiscale. La jurisprudence considérait que dans certaines sociétés d'exercice libéral, la rémunération du professionnel exerçant associé relevait des BNC. Okay. Et l'administration fiscale appliquait une réponse ministérielle dite cousin qui permettait aux gérants, notamment de CELARL, de considérer que leur rémunération entrait dans la catégorie de l'article 62, donc gérant, rémunération de gérance, assimilée aux traitements et salaires. La différence entre les deux est substantielle puisqu'en fonction de la qualification, le traitement fiscal ne sera pas le même. Pas du tout. Voilà. Donc, quand vous étiez en rémunération de gérant article 62, vous aviez droit à un abattement forfaitaire de 10%. Donc, vous pouviez soumettre à l'impôt 90% de votre rémunération. Maintenant, en BNC, alors déjà, on ne les déclare plus sur la même déclaration puisque traitements et salaires, c'est sur la déclaration classique 2042. Le BNC, sauf si vous êtes au micro-BNC, subtilité. On va en parler. On va en parler. Mais au réel, vous avez une déclaration supplémentaire, donc la 2035, qui fait le bonheur de vos experts comptables. Je n'ai pas envie de dire de gros mots, mais on en a chié parce que du coup, ça nous fait une deuxième déclaration, un deuxième dossier à créer, un deuxième paramétrage. Mais bon. Exactement. Donc, au niveau du BNC, puisque la plupart des charges sont déduites au niveau de la société, vous ne pouvez plus déduire grand-chose. Grand-chose sur le BNC. En fait, on ne met que la REM, quoi. Exactement. Vous aviez une présomption de l'administration qui considérait que 5% de votre rémunération globale pouvait entrer dans la catégorie des traitements et salaires. Cette présomption a été considérée comme illégale par le Conseil d'État et donc annulée. Donc maintenant, même pas, je crois 2 ou 3 mois après, quoi. On avait déjà... Parce que nous, en tant qu'experts comptables, on avait reçu un peu le truc. On s'est dit, bon, OK, maintenant, si c'est pas très clair entre la différence entre... rémunération technique et rémunération de gérant de société, on va mettre 5 et 95. Voilà, c'était une facilité. Quelques mois après, on se retrouve avec... Bon, dans les faits, ça a été annulé, mais je pense que l'administration devrait, je n'ai pas d'informations sur ce sujet, mais être assez indulgente pour ceux qui... être tolérant pour ceux qui avaient... Parce qu'en plus, c'est arrivé en pleine période des bilans, je crois. En avril. C'est ça, donc en fait, on avait déjà commencé...
Moi, tous ceux qui sont partis avant, ils sont partis avant. Hein. Ah, mais Ça, de toute façon, non. Là, je pense que l'administration sera... Voilà. Mais par contre, il faudra instaurer un suivi très fin pour pouvoir justifier, si jamais vous voulez déclarer en traitements et salaires, que c'est vraiment de la rémunération de gérance et pas de la rémunération technique. Donc, ça implique des formalités aussi plus lourdes pour les associés professionnels exerçants de SEL. Alors, pour la petite histoire, on considère qu'il y a 2 types de rémunération pour les professions. 3 même, si on parle, 3, on pense aux dividendes. Donc, il y a la rémunération dite technique, donc pour l'exercice qu'on a. Quoi. Si on est médecin, les traitements qu'on fait, c'est considéré comme des rémunérations techniques. Il y a la rémunération dite un peu de société, de gérance, donc c'est l'administratif. La rémunération du mandat. Voilà, la rémunération du mandat de gérance. Et après, les dividendes, comme tu dis. Mais du coup, il y a un flou entre à quel moment... moi, j'avais eu une discussion avec un confrère. J'aimerais bien avoir ta position là-dessus. Parce que ça concerne qu'une partie de profession libérale, cette histoire. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, on dit que le médecin... sur son temps, 95%, enfin si on applique la règle, 95% de son temps, il fait de la technique et 5% de rémunération de gérance. Du coup, je me suis dit, mais ok, mais si on fait ça, en fait, on va pas s'en sortir, entre guillemets, parce que moi, mon client électricien qui est en SARL aussi, lui, il est en rémunération de gérance. Oui. Mais lui, dans les faits, je suis pas sûr que 95% de son... Et lui, il a de la chance de ne pas se voir appliquer la réglementation des SEL. Juste ça, c'est ce que je me dis. Parce qu'en fait, je me dis que lui, dans les faits, il passe quasiment 99% de son temps sur les chantiers, sur les trucs. Déjà, quand je lui demande la facture, il met 10 ans parce qu'il n'a pas le temps de l'envoyer. Donc, c'est quoi la différence? Pourquoi on applique... Parce que nous, on est certes... Alors, si on revient sur la différence avec les entrepreneurs classiques, nous, en tant que profession libérale réglementée, on a plusieurs réglementations qui s'appliquent à nous et qui se juxtaposent. Donc, on a la base de droit commun, donc le droit des sociétés commerciales classiques, sauf qu'au-dessus, on va nous appliquer la fameuse ordonnance désormais qui unifie les textes. Donc, c'est la réglementation propre aux professions libérales réglementées. Ensuite, au-dessus, vous allez avoir potentiellement des réglementations différentes selon les professions de santé, juridiques, etc. Vous allez avoir des décrets, vous allez avoir une déontologie. Donc, finalement... La déontologie, surtout. Ouais. Voilà. On considère, en tout cas, on considère que nous ne sommes pas des entrepreneurs classiques et qu'on comme doit, les autres, exactement, nous assujettir à des obligations distinctes. Ouais. Il a été considéré que cette distinction était justifiée. Ok. Donc, jusqu'à quand? On verra. Ok, donc en fait, si je fais un petit... Alors, déjà, dernière chose, est-ce que... Là, j'ai soulevé 2 points qui sont venus à l'esprit comme ça. Donc, cette histoire de montage, de cotisation sociale pour le fameux cas là, qu'on a eu du dentiste, cette histoire de BNC. Est-ce que tu vois un autre point particulier à faire attention? Moi, j'avais juste ces derniers trucs en tête. Alors, juste pour revenir sur le BNC, il n'y a pas eu que des inconvénients apportés par ce changement de paradigme. Puisque, lors d'échanges avec la direction qui a rédigé les BOFIP, donc c'était pas une prise de position de leur part, mais ils ont expliqué que lorsque vous étiez en entreprise individuelle au réel et que vous souhaitiez constituer votre société d'exercice libéral, vous pouviez, à confirmer je pense avec chaque service, opter pour le régime du micro, même si les 2 années, vous aviez dépassé les seuils au titre de l'entreprise individuelle. Oui, je l'ai vu passer cette histoire-là. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, ils ont bien dit que ce n'était pas une prise de position formelle, mais en fait, ils considèrent que c'est un changement d'exploitation. Et donc, quel intérêt pour vous de vous mettre au micro-BNC? C'est que, au lieu d'avoir 0% d'abattement, vous avez 34% d'abattement. 34% sur les 2 ans, si vous dépassez les seuils, parce que du coup... Il faut dépasser les seuils sur 2 ans. Après, le point d'attention, c'est que pour déterminer le chiffre d'affaires, il faut prendre sa rémunération auquel on ajoute les cotisations. Prendre le brut. Donc, voilà. Ok. Parce que effectivement, là, avec cette histoire de toute la REM passe en BNC, moi, si je suis en BNC, j'ai le droit, logiquement, d'opter pour la micro. Tout à fait. Et la règle dit que c'est au bout de... Tu as le droit de dépasser les seuils pendant 2 ans. Oui.
Donc, bon, les 2 premières années, qu'est-ce qui m'empêche à moi, même si je gagne 150 000, de payer un micro pour avoir l'abattement pendant les 2 ans et après, bah, aux 3e année, j'ai plus le choix, je passe en. Donc, quelle est la position là-dessus? Bah alors, la position, encore une fois, Hmm. ça dépend. Soit vous étiez en entreprise individuelle au réel et vous passez en société d'exercice D'accord. libéral et vous pouvez faire le choix, alors, parce que vous déposez le fameux Le formulaire fameux associé de formulaire, CEL, oui, oui. d'opter pour le régime du micro. Ce que je recommande quand même, parce que ce n'était pas une prise de position officielle de l'administration fiscale, c'est de confirmer le point avec le service dont relève la société pour dire Faire un je petit change. rescrit au SIE. Voilà, exactement. Pour bien baquer votre situation, je vais bénéficier du micro, voilà mon formulaire, voilà ma position, et puis c'est acté. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, non, c'est bon. Alors, pour les non-initiés, effectivement, en fonction de certaines situations, on peut faire ce qu'on appelle un rescrit fiscal. Sans rentrer dans le détail, ben, c'est en gros, il y a une loi qui est passée ou un sujet qui est passé et on demande aux impôts, on explique notre situation et ce qu'on aimerait faire. Est-ce que pour eux, ça rentre dans le cadre ou pas? Donc, ça permet un peu de se prémunir en cas de Exactement. contrôle. Et on se fait accompagner aussi parce que des fois, vous pouvez faire cette demande et en fait, la question n'est pas assez circonstanciée. Donc, l'administration peut délivrer une réponse qui finalement peut se révéler inapplicable. Voilà, Attention. donc faites-vous accompagner parce qu'effectivement, en fonction de comment vous formulez, est-ce que vous avez bien mis tout le détail? Est-ce que. Ok. Donc, tu fais bien de le préciser parce que. Effectivement, bah, demain, s'il y a un contrôle, ils peuvent dire non, nous, c'est pas comme ça qu'on avait pas compris la question, c'était pas comme ça qu'on envisageait le truc. Ok, bah écoute, on a fait déjà un bon programme. Est-ce qu'on peut faire une synthèse de tout ce qu'on a dit depuis le début? Donc, je me lance. J'ai le choix entre l'EI ou la société. Oui, et il y a d'ailleurs une forme qu'on n'a pas abordée, c'est je reste en EI, mais j'opte à l'IS. Ah qui oui. est aussi possible. Bah, du coup, je te laisse développer. Donc, vous êtes en entreprise individuelle, voilà, vous l'avez constituée. Il vous est possible, même si vous êtes à l'impôt sur le revenu, au réel, d'opter à l'impôt sur les sociétés sans avoir à créer de société. Oui. Donc, juridiquement, vous n'avez pas de société, mais sur le plan fiscal, on va vous assimiler à une EURL, donc c'est-à-dire à une société à l'IS. Voilà. Et vous allez pouvoir bénéficier des avantages de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire notamment, mais pas que, le pilotage de votre rémunération. Donc c'est une possibilité. Un inconvénient néanmoins, la fin de l'EI option IS aujourd'hui n'est pas encore très bien encadrée. Okay. Donc pas forcément avantageuse. Ok. Après, faut faire attention aussi parce qu'on dit EI à l'IS, ben, j'ai tous les avantages d'une société. Mais attention, parce que du coup, ce n'est pas une société aussi. Exactement. Donc, il ne faut pas oublier tous les points de la société. On ne peut pas faire entrer un associé. Voilà. Tout à fait. La transmission et l'ouverture au capital, bah, par définition, ce n'est pas possible, il n'y a pas de capital. Voilà. Et puis, au niveau de la responsabilité, donc vous avez eu un accroissement de la responsabilité professionnelle. Alors là, je ne parle pas de la responsabilité du médecin dans ses actes, mais la responsabilité au titre des dettes sociales, par exemple. Vous avez eu un accroissement de cette responsabilité pour les EI depuis 2022, mais encore une fois, elle n'est pas aussi bien bornée que pour les sociétés. Donc en société, voilà, la responsabilité est bien plus encadrée qu'en EI. Tu fais bien de le dire parce que dans certaines situations, ça peut être idéal. Mais dans d'autres, des fois, moi, je me rappelle une fois, un prospect qui est venu qui m'a dit « Ouais, mais pourquoi je vais me casser la tête à passer en société si... ?» J'ai dit « Non, mais on pose d'abord qu'est-ce que tu veux et après on définit. Il ne suffit pas de dire oui, mais en EI à l'IS, bah, j'ai tous les avantages, etc. » Mais demain, si tu as envie de faire rentrer un associé minoritaire, tu n'as pas tous les avantages de cumul de réserve. Et puis c'est lourd, vous êtes en EI option IS et puis finalement vous vous rendez compte que vous seriez mieux en structure. Donc c'est du... Voilà, il y a des... Donc, ok, faites-vous accompagner dans tous les cas. Donc, si on revient sur notre synthèse, on a l'EI, possibilité, on a l'EI ou la société, donc CELAR ou CELAS. CELAS, c'est comme une SAS. C'est l'équivalent d'une SAS, mais pour les CEL. Ou on peut directement opter pour la société, en fonction de votre activité, si vous savez directement que vous allez avoir des revenus qui sont élevés. Après, il y a eu la holding. Donc, exactement. voilà. Là, c'est pareil, c'est du cas par cas. C'est du sur-mesure. Ça dépend du projet. Ça peut être très intéressant en fonction de vos projets. Ça peut arriver plus vite que prévu. Dernier client qui est passé en selle et qui m'avait dit « J'attends le remboursement du crédit au niveau de la selle, car la selle lui avait racheté son fonds libéral, pour me lancer dans l'acquisition de mes locaux pro. » Une opportunité s'est présentée 6 mois après.
et donc pas constitution de la SPFPL, parce que guidée par le projet. Ah oui, petite précision, là, vu que tu en parles, je viens de me rappeler, effectivement, quand on passe de I à CEL, on a la possibilité de vendre le fonds Le fonds libéral, donc de céder le fonds libéral à la CELAR. exactement, le droit de présentation de la patientèle, pour autant qu'il soit valorisable, donc au moins 2 ans d'exercice. Voilà. Et on ne le valorise pas comme ça, donc faites-vous accompagner par des professionnels. Tout à c'est fait, très important. exactement. Parce qu'il y a beaucoup d'abus. Donc, oui, tout à fait. Donc on surévalue ou on sous-évalue pas son fonds, et par pitié, ne faites pas des apports en contrepartie de compte courant ou ce genre de choses, parce que voilà, pareil, il y a des schémas qui ne sont pas recommandés. Ok. Après montage, donc on sait qu'il y a 2 types de holding, la holding professionnelle, la SPFPL, j'arriverai à le dire. Et pareil pour l'autre, moi je dis juste holding patrimonial parce que je sais SMH, voilà. Donc il y a la holding patrimoniale et la holding professionnelle qui peut par ailleurs se coupler si vous avez des projets immobiliers avec une SCI, pareil IS, IR à définir en fonction de vos projets, ce que vous avez envie de faire plus tard. Et après, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Aussi la cession. Quand on cède à un autre ou quand on cède à la CELAR, attention à la fiscalité. Exactement. Un point qu'on a oublié de dire, c'est que si vous cédez les titres de votre CEL via la SPFPL, la fiscalité est bien plus intéressante que si vous cédez les parts directement. Directement sur la CELAR. Exactement. Voilà. Parce que là, le taux d'imposition effectif, il est plus de 3% versus la flat tax. Donc, si j'ai une SPFPL qui détient une CELAR, si je cède via la SPFPL, c'est plus intéressant que si je l'avais directement à la CELAR sans la holding. Voilà. Donc, point important aussi à savoir. Ensuite, la fiscalité, quand on cède une EI, un fonds, et quand on cède les titres, c'est pas la même. C'est bon à savoir. Et aussi, les 2 points qu'on a abordés à la fin qui sont attention au montage qu'on a eu là, par rapport à la jurisprudence qui est sortie pour... mettre quasiment à zéro la rémunération. Et exactement. On évite de se dire j'essaye de tout passer par ma holding pour éviter les cotisations, et vraiment on fait les choses avec le respect de la réglementation pour éviter tout montage ne doit pas avoir un objet uniquement. Voilà. La fiscalité ne doit pas être le principal. Voilà. Objectif poursuivi quand on fait ce montage. Après, bien évidemment, le gouvernement sait très bien les avantages fiscaux et sociaux de la structure. C'est d'ailleurs dans leur guide sur les professions de santé. C'est un formidable outil d'optimisation et on peut le dire. Après, il faut se faire accompagner pour l'utiliser comme il convient. Ok. Et après, le dernier point, pareil pour les BNC, il faut savoir que aujourd'hui, on n'a plus, quand on est professionnel de santé, la question se pose de la rémunération qui est entièrement déclarée en BNC. Sauf si vous arrivez à justifier d'une rémunération au titre du mandat social. Voilà, tout se justifie. Voilà. Donc, c'est pas écrit que ça doit être comme ça. Si vous arrivez à justifier effectivement que dans votre quotidien, votre mandat, ce que vous faites, ça prend plus de poids dans votre quotidien que la rémunération technique, vous pouvez le justifier, quoi. Le tout, c'est de pouvoir le justifier. Voilà. Après, c'est aussi se poser la question du rapport coût-avantage, parce que, OK, les 10%, c'est intéressant, mais je crois, de mémoire, c'est à peu près 3 000 €. Donc, c'est pas non plus... voilà. Donc, bon, faut se poser la question de où moi, j'ai déjà eu, et on va conclure là-dessus, moi, j'ai déjà eu une phrase lunaire. On m'a dit, ouais, je passe pas en CELAR parce que de toute façon, je serai taxé ça va être... Je l'ai entendu BNC. aussi. J'ai dit, mais... ça veut dire que tu n'as rien compris. Ouais, non, mais parce qu'en fait, là, tu parles de différence entre l'assiette imposable et ce que tu vas payer. C'est-à-dire que les 10%, c'est juste sur la REM que tu vas les perdre, entre guillemets. Ouais. Mais de l'autre côté, tu as tous les avantages de la société. Rien que de pouvoir se dire, je gagne un résultat 150 000, j'ai besoin que de 50 000, en fait, tu vas payer tes cotisations et ton impôt sur les 50 000. Quand bien même tu perds les 10%, mais c'est sur les 50 000. Exactement. Donc, il faut vraiment... Voilà. Après, on n'oublie pas l'impôt sur les sociétés, parce que c'est pas parce que vous passez en société qu'il n'y a pas d'impôt du tout. Il y a quand même l'impôt, mais effectivement, 15% sur 42 000 premiers 500 € et 25% sur le reste. Ça reste en général, pour les professions de santé, inférieur à leur TMI. Ah oui, largement, parce que la plupart, ils sont sur du 45, quoi. Enfin, mais... Et avec les cotisations, on monte facilement à 60% au total. C'est ça. Écoute, Maëna, je te remercie pour cet épisode. C'était très clair. Je pense qu'on a un fil conducteur. Une personne qui regardera aura déjà, dans les grandes lignes, attention,
faites-vous accompagner parce que c'est du cas par cas. Mais au Effectivement. moins, vous avez déjà dans les grandes lignes ce qui se fait dans la fiscalité des professions de santé. Maëna, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour conclure l'épisode? Bah écoutez, continuez à aider des professionnels de santé parce que c'est vraiment l'objectif que je me donne, c'est aider le plus de professionnels de santé possible à les accompagner. Et aussi, outre l'optimisation, il y a un gros besoin de clarification, d'explication, de pédagogie. Et c'est ce que j'essaye de mettre en œuvre dans ma méthode. Ouais. Ok, bah écoute Maëna, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à bientôt pour une Merci V2. beaucoup, toi aussi.